Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est un grand plaisir pour moi de partager avec vous un peu mon expérience de classe renversée. Donc je vais vous parler d'innovation en pédagogie collaborative et puis surtout illustrer avec la pratique que j'ai de ma classe renversée. Donc vous allez voir qu'elle est un peu différente des classes inversées. Mais ça reste une pédagogie collaborative. Ce que je vous propose, puisque moi, je dirais, j'ai sous les yeux les dessins que je vais vous présenter, enfin que je vais illustrer. Si vous avez envie d'intervenir pendant la conférence ou pendant l'extrait, n'hésitez pas. Je ne vous vois pas, mais prenez la parole, interrompez-moi, dites-moi juste que vous avez une question à me poser, et avec grand plaisir, j'y répondrai. Voilà, surtout n'hésitez pas, ça me pose aucun problème. Mes étudiants le font, alors je vois pas pourquoi vous vous priveriez d'en faire autant. Comme vous le voyez déjà, ce dessin, il illustre un peu la pédagogie que je mène depuis à peu près 12-13 ans. Donc moi, je m'appelle Jean-Charles Caillet, je suis professeur de génétique et de biologie cellulaire et moléculaire à l'Université catholique de Lille. Et je dirais pendant à peu près 25 ans, si vous voyez sur le schéma que j'essaye de passer, voilà, pendant 25 ans, faites-moi surtout signe si vous avez l'impression que les dessins ne bougent pas. J'enseignais de cette manière-là, de manière très transmissive, donc ce qu'on appelle le cours magistral. Ça me posait aucun problème, j'aimais beaucoup ça, et d'ailleurs j'aime toujours faire des cours magistraux. C'est pas pour autant que ça m'a donné envie de changer. Les étudiants tels que vous le voyez ici dans un cours magistral, ils peuvent être plus ou moins attentifs. Là, on en a illustré trois. J'en profite pour souligner que tous les dessins que vous voyez sont originaux. Ils représentent vraiment des scènes réelles de mon cours. Ils ont été réalisés par un collègue et ami. Donc les cours transmissifs, tels que vous les voyez ici, contrairement à ce que l'on peut penser, et ça, ce sont les chercheurs qui le disent, neurosciences, sciences de la cognition et autres, c'est quand même la meilleure façon d'apprendre. Donc déjà, avoir en tête que on pense qu'on a tous des façons différentes d'apprendre. Moi, c'est ce que je disais pendant un certain temps. Mais les chercheurs disent qu'au contraire, on a tous une seule façon d'apprendre. C'est le cours magistral. D'ailleurs, puisque je démarre la conférence, je vous demanderai, j'ai oublié de le faire, d'éteindre vos micros parce que j'entends quelqu'un qui pianote sur son ordinateur et ça me fait un bruit de clavier dans l'oreille. La meilleure façon d'apprendre, selon les biologistes, c'est le cours magistral. Bon, voilà. Donc le mythe, un des mythes des neurosciences, c'est de penser qu'on a tous des façons différentes d'apprendre. Or, tous nos cerveaux, nos corps sont faits de la même manière. Écouter un enseignant qui a un cours bien préparé, qui explique les choses correctement, être attentif, en pleine forme, lui poser des questions, c'est la meilleure façon d'apprendre. Seulement, on sature. C'est-à-dire qu'au bout de 15-20 minutes, et il paraît qu'avec le temps, c'est de pire en pire, les étudiants saturent. Et donc, si vous voulez, cette meilleure façon d'apprendre, elle a ses limites. Ce qui fait que peut-être que 100, 100% de transmissif, 100% de cours magistral, c'est pas forcément ce qu'attendent les étudiants. Donc, pour cela, il y a des méthodes qu'on appelle plutôt des classes collaboratives. Donc moi, je me suis lancé dans une classe, vous allez la voir juste après, que j'ai appelée la classe renversée. En fait, ce sont des méthodes dans lesquelles on met les étudiants en action. Donc l'objectif de l'innovation pédagogique que j'ai imaginé, ça n'était pas que mes élèves aient des meilleurs niveaux en génétique ou de lutter contre le décrochage. Voilà, il peut y avoir plusieurs objectifs quand on veut innover en pédagogie. Pour ma part, l'objectif, c'était de rendre mes étudiants davantage acteurs et non pas seulement consommateurs du cours. Et là, vous allez le voir, les pédagogies collaboratives, les différents types de classes, c'est pas forcément la meilleure façon d'apprendre, mais c'est la meilleure façon de motiver, d'engager les élèves et de les rendre, je dirais, oui, acteurs de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils comprennent, et surtout qu'ils puissent ancrer leurs connaissances. C'est un terme que j'utiliserai à plusieurs fois dans mon intervention, c'est le terme de complémentarité ou d'hybridation. Donc tout au contraire de vous dire que
les innovations pédagogiques et des classes collaboratives telles que je vais vous les montrer sont des méthodes meilleures que les cours magistraux, en fait, vous allez voir que ça s'assemble parfaitement et que c'est complémentaire. Donc voilà, comment faire en sorte pour que mes étudiants aient envie de collaborer, d'interagir, parce que je leur explique que c'est une chose de comprendre les cours, d'acquérir des connaissances, mais encore faut-il pouvoir les partager avec les autres et dans un futur très proche, pour eux, quand ils seront en stage, ou même quand ils rentreront dans la vie professionnelle, on leur demandera pas seulement de connaître des choses, mais justement de résoudre des problèmes ensemble, de travailler en interaction. Et puis, parfois, la connaissance ne suffit pas à résoudre un problème, même très souvent, et il faut pouvoir interagir avec des gens, trouver des collègues, trouver des personnalités ou des profils complémentaires, et puis mobiliser cette connaissance, pas seulement restituer la connaissance, mais la mobiliser. Donc, parmi les méthodes collaboratives qui existent depuis très longtemps, hein, il y a des adjectifs qui existent. Il y en a une qui a eu le vent en poupe il y a à peu près une dizaine d'années, dans les années 2010, 2013, 2000, oui, par là, mais même si elle existait depuis un certain temps, c'est la fameuse classe inversée. Donc, les classes inversées, dont j'ai schématisé un petit peu ici le- l'origine hein, du terme. La classe inversée, en fait, ça voulait dire, ça veut toujours dire on inverse, on va faire le cours à la maison. Donc vous apprenez votre cours à la maison et on va faire les devoirs en classe. Donc une fois que les élèves arrivent en classe, ils sont censés avoir travaillé chez eux avec par exemple le cours, les documents que vous leur avez donnés. Et puis bah, ils ont intérêt à avoir bossé chez eux parce qu'une fois qu'on est en classe, l'enseignant lui va se transformer un peu en tuteur, il va leur faire des exercices, leur poser des questions. Donc ça c'est une méthode active, mais elle a des limites. En tout cas, quand on l'applique au niveau 1, parce que les classes inversées, en réalité, il y a trois niveaux de complexité dans ces classes, mais le niveau le plus faible, le premier niveau, celui que presque tous les enseignants utilisent lorsqu'ils se lancent dans les classes inversées, ne fonctionne pas tellement parce que un étudiant qui a des difficultés, un élève qui a des difficultés à travailler en classe, à comprendre un enseignant, c'est pas parce que vous allez lui demander de travailler chez lui, de préparer le cours, qu'il va forcément être meilleur. Donc en fait, si on demande juste aux élèves de lire, de travailler, de préparer la séance et après de la travailler en classe, on se retrouve devant une difficulté où on a des étudiants qui ont travaillé, qui ont compris le cours, d'autres qui n'ont pas travaillé, donc forcément pas compris, et puis certains qui ont travaillé mais qui ont des difficultés de compréhension. Donc moi, j'ai pas voulu, il y a de cela 12, 13 ans, j'ai pas voulu me lancer dans ces classes inversées et je me suis posé la question de trouver peut-être une autre méthode collaborative pour que mes étudiants soient actifs. Alors, il y avait un autre modèle de classe qui m'avait tenté, mais que je n'ai pas utilisé, même si parfois aujourd'hui j'utilise quelques outils. C'est ce qu'on appelle la classe puzzle. Donc, la classe puzzle, elle est intéressante parce que quand on s'intéresse à une problématique, on va diviser ses élèves en plusieurs groupes. Donc, imaginons par exemple, bon, moi je suis prof de génétique, mais imaginons que vous soyez un prof d'histoire. On va prendre une matière plus facile. Si vous êtes un prof d'histoire et que vous avez au programme l'histoire de Napoléon, bah, vous pouvez imaginer de séparer vos étudiants en quatre équipes, un groupe qui va s'intéresser à la personnalité de l'empereur. Autrement dit, vous allez leur demander de travailler sur des documents pour comprendre qui était Bonaparte, comment il est devenu Napoléon, la personnalité donc de l'homme, du personnage historique. Un deuxième groupe qui va plutôt travailler sur l'époque, donc à quelle époque a vécu Napoléon, la politique, la société, donc son époque, j'irais de, du début de sa carrière jusqu'à la fin. Un troisième groupe qui va s'intéresser peut-être aux stratégies militaires, au contexte politique, les Français, l'empereur, la royauté, les Prussiens. Et puis il y a un quatrième groupe qui peut s'intéresser par exemple, à des problématiques je dirais, de guerre, de politique, de frontières. Enfin bref, vous séparez vos élèves en quatre équipes, vous les faites travailler
pour qu'ils deviennent un peu de mini-experts dans leur domaine. Et ensuite, vous allez constituer des groupes qui seront composés d'étudiants provenant des quatre sous-unités. Et là, vous allez pouvoir les faire réfléchir sur des questions, par exemple, comment Napoléon est arrivé au pouvoir, pourquoi, par exemple, d'un point de vue, je dirais, stratégique, il a gagné à Austerlitz et il a perdu à Waterloo. Voilà. Et donc, dans chaque équipe, vous avez des étudiants qui vont amener des connaissances de leur travail de groupe. Moi, par exemple, ça m'arrive, par exemple, de demander à des étudiants de travailler plutôt sur la structure des virus. Un autre groupe d'étudiants va travailler sur des cellules humaines. Et puis le troisième groupe d'étudiants va travailler sur les principes de la vaccination. Et après, je vais mélanger mes élèves. C'est pour ça qu'on appelle ça des classes puzzle, parce que dans chaque groupe, on va amener des étudiants à qui on a demandé de travailler sur des sujets en particulier. Ça fonctionne très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire toute votre classe de cette manière-là, mais il y a beaucoup d'exercices qui peuvent se faire de manière puzzle. Et puis, bon, il y a d'autres types de classes, classes mutuelles, classes flexibles et autres. Moi, ce que j'ai imaginé il y a 12-13 ans, c'était de dire aux étudiants, bah, finalement, on va imaginer une classe que j'avais appelée au début la classe en do it yourself. Autrement dit, faites-le par vous-même, en partant de l'idée, même si je l'ai déconstruite un petit peu au début de mon intervention ce soir, en partant de l'idée que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Donc, disant aux élèves, ben voilà, si vous me faites le cours et que je suis votre seul élève, eh bien, je pourrai observer si vous avez compris un peu ce que vous m'expliquez. Donc, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, faites-moi le cours. Donc, depuis 12-13 ans maintenant, j'ai des classes de 70 à 80 étudiants. Donc, ce sont des étudiants en troisième année de licence, donc Bac plus 3. Mais ces méthodologies de classe renversée, on les adapte dans beaucoup de matières à différents niveaux. Il y a encore de cela 2 mois, j'avais la chance d'être en Polynésie française et j'ai vu des élèves de CM2, donc des élèves de CM2 qui utilisent des méthodes renversées. Voilà, puis dans d'autres domaines aussi, ça peut être des adultes dans des formations continues, quelles que soient les matières. Donc mes étudiants sont chargés de faire le cours et je ne leur donne aucun document. Donc ils vont aller faire de la recherche. Je vais vous montrer un peu les outils qu'ils utilisent et je leur donne juste les titres des chapitres. Donc, moi, j'ai un cours de génétique moléculaire. Au programme, on demande aux étudiants de comprendre un peu ce que sont les chromosomes, l'ADN, les mutations, comment les cellules se divisent, comment elles fabriquent des protéines, comment des bactéries ou des virus peuvent infecter des organismes, les principes de vaccination, enfin, voilà, bref. Je leur donne les noms des chapitres et uniquement les titres des chapitres et je vais leur demander de produire le cours, de le construire, d'écrire un cours. Et non seulement vous allez devoir décrire le cours, mais aussi de composer des exercices et des questions qui seront utilisés pour l'examen. Alors, la première année, quand j'ai présenté cette méthode aux étudiants, c'était un peu compliqué parce qu'ils m'ont dit, ben, est-ce que c'est possible de faire ça? Maintenant, c'est plus facile pour moi parce que je leur dis que je fais ça depuis déjà de nombreuses années. Mais la première année, c'était un peu une expérience, hein, une innovation. Quand on se lance au départ, la première expérience, elle est un peu plus compliquée. Donc, et puis en plus, les étudiants étaient un peu sceptiques parce que me disant, mais c'est vous qui avez la connaissance, comment est-ce que nous, on est capable de construire un cours de génétique de niveau Bac plus 3? Donc déjà, je leur ai fait remarquer qu'ils étaient 80, qu'ils pouvaient être connectés, travailler en équipe, et puis que quelle que soit la qualité du cours qu'ils allaient produire, ils avaient face à eux une promotion, une classe d'un seul élève. Donc je leur ai dit, écoutez, vous avez de la chance parce que c'est comme si vous étiez un professeur avec 80 cerveaux et en face de vous, vous n'avez qu'un seul élève à vous occuper, donc moi-même. Et en plus, coup de chance pour vous, cet élève, il est plutôt bon en génétique. Donc vous n'aurez pas de problème de discipline ou d'incompréhension. Vous verrez bien, selon mes réactions, si j'ai des questions à vous poser, si je comprends ou pas ce que vous m'expliquez. Donc pour cela, on a constitué des équipes, et d'ailleurs je fais ça depuis le début, je constitue des équipes pour construire le cours. Donc c'est vraiment un travail collaboratif. Ce sont des équipes de 6 étudiants. Donc jusqu'à maintenant, vous voyez des dessins, mais dans quelques diapos, vous allez voir des photos avec mes étudiants en activité.
Donc j'ai choisi 6 parce que c'est un chiffre un peu magique. Quand on travaille en atelier de co-design, design thinking ou intelligence collective, c'est un nombre qui fonctionne bien. Quand on, quand on met en équipe des participants et qu'on constitue des groupes de 2, 3 ou 4, c'est un peu compliqué parce que si une personne est absente ou une autre est un peu moins active, ben, le travail de groupe est résumé à l'action de 2 personnes. Et puis, j'ai vite remarqué qu'au-delà de 6 personnes, parce que ça m'est arrivé de faire des ateliers avec 7, 8, 9, voire 10 personnes par équipe, la communication entre les individus, le côté efficace du travail collaboratif est limité. Donc, moi, j'ai des équipes de 6, mais surtout, ces équipes sont constituées grâce à une de mes collègues qui les connaît bien, parce que moi je connais pas les étudiants au départ, mais j'ai une collègue qui connaît bien ces étudiants, puisqu'elle les a en classe depuis 1 an, et c'est elle qui me constitue des équipes avec une association particulière. Je lui demande de me mélanger dans chaque équipe des garçons, des filles, des étudiants qui ont des très bons niveaux scolaires, avec des étudiants qui ont des niveaux moyens, d'autres plus faibles et puis de manière à avoir une sorte d'homogénéité, enfin, ou plutôt une hétérogénéité, une complémentarité de compétences, de profils. Et puis on va un peu plus loin, les affinités, donc des élèves qui sont souvent ensemble, qui travaillent en binôme, qui ont l'habitude ben, justement de travailler par 2 ou par 3, on les sépare. Donc chacune de mes étudiantes a son meilleur ami, ses meilleures affinités dans les autres équipes. Ce qui fait que la communication entre les équipes est optimale. Donc pour vous donner une idée, de manière générale, j'ai à peu près 70 à 80 étudiants dans ma classe, ce qui me fait à peu près entre 10 et 12 équipes de 6 élèves. Voilà, donc ça ce sont des équipes et je fais la différence entre une équipe et un groupe. Je leur dis, une équipe, c'est un travail collaboratif, vous avez un objectif. Donc mes équipes, les équipes d'étudiants vont construire les chapitres. Donc comme j'ai constitué moi-même, je dirais la composition de ces équipes, eh bien toutes les équipes vont travailler à la même vitesse. Donc évidemment, il y a des étudiants qui vont entraîner d'autres, il y a des étudiants qui seront un peu moins actifs, des étudiants qui ont des niveaux différents, mais mes équipes avancent à la même vitesse. Et parfois, dans certaines séances, c'est arrivé cette semaine, par exemple, on arrive à la fin du cours, je permets à mes étudiants de se mettre par groupe. Et là, les groupes, c'est plutôt des groupes d'affinité où là, ça m'est égal de savoir si les élèves avancent tous à la même vitesse. Quand je leur permets de se mettre par affinité, et d'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué vous-même si vous utilisez des méthodologies collaboratives, enfin c'est l'intitulé de votre DU, vous savez très bien que quand on permet à des participants de se mettre par affinité, eh bien, on a des groupes qui avancent très vite, des groupes qui avancent moyennement, et puis des groupes qui avancent pas du tout. Et moi, pour certains exercices, j'ai besoin que tous mes élèves travaillent à la même vitesse. Et pour d'autres types d'exercices, ça m'est égal qu'un groupe produise plus qu'un autre. Alors, les étudiants vont travailler en équipe, et puis vous allez le voir, je vais les récompenser, les payer avec des notes. Il y aura des évaluations. Et mes évaluations collaboratives, enfin collectives, sont plus fréquentes que les évaluations individuelles. Donc, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de manuscrit, il n'y a pas de cours. Donc, les étudiants vont sur le web, ils vont chercher des informations. Donc, on leur apprend à travailler avec tri et discernement, aller chercher des informations, les vérifier, les référencer. Donc, évidemment, ça c'est intéressant parce que tout ce qui va être produit par les étudiants en termes de connaissances et qui va être utilisé pour construire le cours doit être prouvé, vérifié, référencé. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dès la première année que j'ai mis en place cette méthode, j'ai vu des élèves arriver en classe avec des livres, des ouvrages en papier. Alors que j'avais jamais vu pendant 25 ans un seul bouquin de génétique dans mon cours. J'ai vu arriver des étudiants, non pas avec les ordinateurs seulement, mais avec des bouquins. Donc on était en 2013, 2014. Et quand je leur ai demandé pourquoi ils ramenaient des livres alors qu'il y avait tout sur le web, ils m'ont dit que c'est beaucoup plus facile pour eux de faire confiance aux ouvrages. euh, dans lesquels il y aurait 100% de choses vérifiées, alors que sur Internet, c'est un peu plus compliqué de faire la différence entre ce qui est scientifiquement prouvé ou pas.
Donc, vous allez voir, je vais en parler juste après, que depuis 2 ans maintenant, et je ne vous étonnerai pas en vous disant que mes étudiants utilisent l'intelligence artificielle. Ça peut être ChatGPT en général, Copilot ou d'autres. Et donc, ça leur permet aussi d'aller faire des recherches et de présenter les cours un peu de manière plus efficace. Avec évidemment la nuance, on va le voir juste après, de l'usage de l'IA, soit gratuite ou payante, certaines permettant ou pas d'avoir des références, en tout cas de la bibliographie. Donc, dans ma classe, en fait, qui était une classe classique, aujourd'hui, ma classe, mon cours de génétique, c'est devenu un atelier de co-design, en fait, puisque je mélange des étudiants de niveaux différents, je vais les faire travailler en équipe. Alors, je leur propose des types d'exercices, hein. Même si au début, en provoquant, j'ai dit que do it yourself, faites tout par vous-même. Ce sont des cours de 2 heures et dans chaque cours, j'ai toute une série d'exercices qui ressemblent à des ateliers de co-design dans lesquels on peut s'inspirer de différents outils que vous connaissez, carte mentale, Word Café, différents types de matrices et autres. Donc, donc c'est une classe, ça se passe à l'université. Ça peut se passer dans des écoles, mais les exercices que j'utilise sont très proches de ceux que je pratique lorsque je fais des ateliers de co-design à destination d'entreprises. Et vous voyez, par exemple, ici, sur ce schéma, quand je travaille avec une entreprise pour des résolutions de problèmes, je peux faire intervenir dans la même équipe, je dirais, des clients, des techniciens, des managers, des cadres intermédiaires, des membres du CODIR, donc des personnes avec différents niveaux de compétences, de connaissances ou de responsabilités hiérarchiques. Bon, c'est à peu près la même chose avec mes étudiants. Dans chacun de mes groupes, je peux attribuer aux élèves ou ils s'attribuent eux-mêmes des rôles en particulier dans chaque équipe. Un étudiant plutôt responsable des textes, un autre de l'iconographie, un étudiant responsable de l'informatique, un autre de l'outil. On utilise Moodle, Zoom, Teams et aussi d'autres types de plateformes, et notamment l'IA. Et voilà, donc les étudiants construisent et produisent. Les cartes mentales, par exemple, ça m'est utile. Ils peuvent les utiliser ou pas pour travailler sur les plans. Donc, par exemple, si le chapitre se consacre aux mutations, les mutations génétiques, ben, ils vont tirer un peu des sous-parties. Quel type de mutations? Des mutations ponctuelles, des néomutations, des mutations qui sont provoquées, par exemple, par des radiations, par des produits chimiques et autres. Voilà, des anomalies chromosomiques. Donc, à partir d'un terme, mutation, on peut déployer des tas de sous-parties et ainsi de suite, pouvoir continuer l'arborescence du chapitre avec, par exemple, est-ce que ces mutations sont létales ou non? Est-ce qu'elles peuvent être réparées? Est-ce que l'ADN peut être réparé ou pas? Voilà. On peut faire la même chose, un chapitre sur les virus et les vaccinations. On peut partir un peu de, au centre, les virus ADN, les virus ARN, et puis est-ce que par exemple on peut s'en protéger ou pas, quel type de vaccination, voilà. Et puis donc à partir de ces plans, les étudiants construisent des plans, moi je valide les plans, et puis ils se mettent à construire les chapitres. Donc, l'écriture des chapitres, pour cela, on utilise depuis le début un document collaboratif, un Google Drive, mais il y a plein d'autres types d'outils numériques qui permettent de co-écrire. Donc, chaque chapitre est rédigé par 2 équipes, donc ce qui me permet d'avoir un contrôle de la qualité. Donc, chaque chapitre est produit par 2 équipes. Il y a des phases de rédaction. Les équipes écrivent. Chaque équipe peut lire les chapitres produits par les autres. Et puis, l'idée, c'est que on puisse construire des chapitres qui soient compréhensibles par l'ensemble de la promotion. Donc le copier-coller est permis. Donc contrairement à beaucoup d'enseignants qui empêchent le copier-coller, chez moi il est plutôt conseillé, mais c'est du copier-coller intelligent. Autrement dit, tout ce qui est copier-coller de petite taille et que tout le monde comprend, ben on l'utilise. Je vois pas trop l'intérêt d'aller chercher des informations et de les rendre moins performantes ou moins intelligentes en les transformant. Et l'IA aussi est permise. Donc le ChatGPT, entre autres, est utilisé par les élèves pour clarifier des idées, pour faire un plan. Ou alors, ils peuvent parfois trouver des informations pour lesquelles ils ont du mal à comprendre
comprendre le fond. Donc, j'ai des étudiants qui font des copier-coller d'informations trouvées sur des sites, qui les traitent par l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle leur permet de comprendre. Donc, si par exemple une partie d'un chapitre n'est pas compréhensible par le groupe, les étudiants savent très bien aujourd'hui copier-coller une partie, la mettre dans l'IA et lui dire voilà, j'ai un niveau très faible, peux-tu m'expliquer ce paragraphe de manière plus simple? Ou alors vraiment en poussant, imagine que j'ai 10 ans et explique-moi un peu comment fonctionne un vaccin à ARN messager. Et je peux vous dire que quand vous demandez à une intelligence artificielle de vous expliquer le fonctionnement d'un vaccin à ARN messager en lui spécifiant que vous n'avez que 10 ans, on est très surpris des images et des illustrations qu'il utilise pour vous faire comprendre le mécanisme. Alors évidemment, dans la production de l'IA, il y a un pourcentage d'erreurs, il y a à peu près 10 à 15% d'erreurs, mais ça va être traité dans le cours. Et moi, comme je suis le meilleur élève de la classe, si je repère des choses que j'imagine un peu transformées ou des choses que je ne comprends pas, ou alors des choses que je comprends très bien, mais je me dis les étudiants ont écrit quelque chose, mais je ne suis pas sûr qu'ils l'aient comprise, alors je lève le doigt. Et comme je suis le seul élève de la classe, bah, ils m'interrogent forcément. Et ils se rendent bien compte que quand je pose pas de questions sur une partie du chapitre, bah, c'est plutôt que c'est bon. Par contre, quand je pose des questions, des interrogations sur certains schémas, autre partie, là, ils se disent, il y a peut-être un problème. Voilà. Donc, j'ai déjà fait des petites interventions, des conférences où j'expliquais que j'avais un nouvel élève dans ma classe, en fait. Ce nouvel élève, c'est l'intelligence artificielle, mais c'est vraiment un nouvel élève parce que je me suis retrouvé depuis 2 ans et je me retrouve de plus en plus dans des situations un peu ubuesques où, puisque les étudiants travaillent en équipe, vous allez les voir juste après, puisqu'ils travaillent en équipe et qu'il y a des rotations, en général, moi, je suis disponible. Donc, je circule entre les équipes, je leur pose des questions. Quand ils ont des difficultés de compréhension, ils m'interpellent, ce qui permet de de me concentrer sur 6 élèves à la fois et pas sur toute la classe d'un coup, enfin pendant une bonne partie du cours. Mais aujourd'hui, j'ai des étudiants qui m'appellent et qui, au lieu de me dire, Monsieur, écoutez, j'ai pas compris tel schéma, pouvez-vous me l'expliquer? Ils me disent, Monsieur, regardez un petit peu ce que l'IA m'a répondu et j'ai des difficultés à dialoguer avec elle et à comprendre. Donc je me retrouve aujourd'hui dans des situations où, à un moment donné, dans la classe, je suis au milieu de 6 élèves et je dois répondre à l'IA euh, pour, pour essayer de résoudre un peu un problème de compréhension entre ce que l'intelligence artificielle produit et ce que mes étudiants comprennent. Et puis de dire à l'étudiant, par exemple, bah effectivement, dans la réponse de l'IA, il y a des choses qui m'apparaissent pas très claires. Tu devrais reposer la question, la reformuler, ou peut-être pointer sur la partie qui te pose problème. Parce que l'usage de l'IA, en fait, c'est intéressant si on l'utilise intelligemment. Et donc, il est de la responsabilité aussi des enseignants de former les étudiants à utiliser cet outil de manière intelligente et pas juste comme un moteur de recherche. Après tout, j'ai pas trop le temps d'expliquer comment fonctionne le vaccin contre la grippe. Est-ce que tu peux me l'expliquer? C'est la meilleure façon d'avoir une réponse qui est erronée de la part de ces IA génératives. Donc voilà par exemple pour passer des dessins aux photos, un moment dans la classe. Alors vous n'avez pas toute la classe devant vous parce que c'est une très grande salle. Donc, vous imaginez que des équipes comme ça, j'en ai une douzaine. Je dispose aussi de tableaux avec des feutres, des marqueurs. Il y a beaucoup d'exercices, hein. Une séance de 2 heures. C'est des séances de cours de 2 heures. Il n'y a pas de pause. Ça commence à 8 heures du matin, on arrête à 10 heures. Et les gens peuvent rentrer, sortir, ils gèrent le travail en équipe. Parce qu'à la fin de chaque séance, il y a de la production. Ma, ma classe, ma classe collaborative est transformée en start-up. Donc c'est une petite entreprise qui produit de la connaissance en génétique et à la fin de chaque séance, ils produisent des schémas, des textes. On utilise la plateforme Moodle pour déposer de la production et ils sont payés. Au départ, je les payais en leur mettant des notes sur 20 et j'ai vite arrêté cette notation. Je vais vous le montrer en fin d'intervention avec une monnaie que j'ai créée, peut-être le Bitcoin de la génétique, je ne sais pas, mais une monnaie que j'ai créée et je les paye je paye les équipes lorsqu'elles produisent donc ça correspond un peu au salaire. Chaque équipe a un salaire en nombre de points.
ce qui va lui donner un score en génétique. Et puis, j'ai des bonus individuels quand j'ai des étudiants qui entreprennent des actions un peu plus particulières. Par exemple, vous voyez, quand je vois des étudiants qui sont très actifs au tableau ou qui prennent la parole ou qui posent des questions, ils sont gratifiés de points individuels. Ici, vous voyez par exemple une autre phase d'un cours. Donc dans la, dans la photo précédente, je ne l'ai pas dit, j'y retourne 2 secondes. Vous voyez, ici on est plutôt sur une phase de production. Donc vous avez des étudiants qui vont produire des schémas pour le chapitre. Vous remarquez sur la droite de la photo, l'une des personnes qui est un peu plus âgée qu'un étudiant, en fait, ça c'est un prof, c'est un professeur d'une autre matière qui est venu voir un peu ma classe. Et très fréquemment dans mes cours, j'accueille des enseignants qui rentrent, qui s'invitent et qui participent au travail. Alors, c'est pas forcément des profs de génétique. Là, c'était peut-être un prof de français ou un prof de marketing, gestion. Donc, ils viennent, ils se mélangent dans les groupes d'étudiants, puis ils observent un peu comment les groupes fonctionnent, parce que à la fois, ça leur donne des idées pour leur propre cours, mais en même temps, à la fin de ma séance, ils peuvent débriefer avec moi et me donner une idée de ce qu'ils ont remarqué dans le cours. Ici, vous avez une autre partie, un autre moment du cours, peut-être avec une autre promo, hein, parce que j'ai quand même pas mal de photos sur 12-13 ans d'affilée. Là, par exemple, je me souviens plus très bien si ce sont 6 étudiants de la même équipe qui, à un moment, vont essayer de répondre à une question. Parce que, comme je l'ai dit, je suis le seul élève de la classe. Donc, tous les matins, moi, quand j'arrive en classe, j'ai des questions à leur poser. Donc, comme j'ai 12 équipes, souvent j'ai 12 questions différentes où j'ai des schémas à leur demander. Donc, je les mets en situation et ils sont obligés de me répondre. En général, vous imaginez bien que quand je leur pose des questions, ils savent très bien que ce sont des questions importantes. C'est souvent des questions euh, dont je pense qu'il est nécessaire qu'ils travaillent dessus. Parce que des fois, puisqu'ils sont assez libres dans la production du cours, ils peuvent passer à côté de parties du cours qui sont importantes. Donc moi, je pose 2 types de questions, hein. Je pose des questions d'incompréhension quand je vois que dans leur production, il y a des choses qui m'ont pas l'air très exactes. Donc soit je leur pose une question, ils se disent tiens là, on va devoir travailler sur la réponse parce que peut-être que notre production n'est pas très claire. Ou alors je leur pose une question qui n'a pas de rapport avec ce qu'ils ont produit, mais là ils se rendent bien compte que ce sont des éléments importants du cours à côté desquels ils sont passés. Donc en général, toutes mes questions se retrouvent plus ou moins à l'examen, donc ils savent très bien qu'ils ont beaucoup d'énergie à dépenser pour répondre à mes questions. Donc là, ce sont peut-être 6 étudiants qui travaillent sur une question, ou alors, puisque j'utilise, comme dans les systèmes de Word Café, j'utilise des dispersions, des rotations, des tas de types de dynamiques de groupe, il est possible que ce soit 6 étudiants de 6 équipes différentes et peut-être que l'un d'entre eux a accueilli les autres à sa table pour expliquer un peu un schéma ou un concept travaillé par son groupe et il va le faire challenger par des élèves d'autres groupes. Ici, vous avez sur ce dessin l'un des très nombreux exercices que j'utilise. Donc, si ça vous intéresse, j'ai une boîte à outils. Je vous donnerai des références à la fin de l'intervention. J'ai des boîtes à outils de méthodes collaboratives, des méthodes de co-design, design thinking que j'utilise en classe, que j'utilise aussi avec des entreprises et qui fonctionnent assez bien. Là, c'est une méthode que j'ai appelée la méthode des tableaux tournants. En fait, il y a plusieurs façons de l'utiliser, hein. Je vais vous en montrer une qui est très simple. J'arrive le matin, j'ai une question importante. Je leur demande de répondre à cette question sur un tableau. Donc, par exemple, je vais leur demander comment fonctionne le vaccin Pfizer, par exemple, contre le Covid-19, ou je vais leur demander comment telle enzyme métabolise un substrat, comment une molécule d'ADN se duplique en deux avant une mitose. Et ils vont devoir répondre à ma question en faisant un schéma annoté. Bon, si j'étais un professeur de marketing ou de gestion, je pourrais leur demander dessinez-moi la SWOT de Decathlon, par exemple, ou dessinez-moi le process de production de tel produit en entreprise. Et les étudiants sont concentrés sur leur tableau par équipe. Ils commencent le travail et toutes les 3 minutes ou toutes les 5 minutes, je les fais changer de tableau et ils doivent continuer à répondre à la même question, mais en complétant le tableau, le schéma ou le travail commencé par une autre équipe. C'est ce qu'on appelle aussi, moi j'ai appelé ça la méthode des tableaux tournants, mais on appelle ça aussi la méthode des dossiers enrichis.
En fait, ce qui se passe, c'est que quand je fais 2 ou 3 rotations, j'obtiens des productions qui sont co-écrites par différents groupes d'élèves. Donc, à la fois, ce sont des productions très complètes, mais en même temps, les élèves, puisque à la fois, ils écrivent des choses et ils complètent le travail d'autres équipes, ben, dans leur tête, il se passe des choses intéressantes. Parce que pour compléter un schéma, compléter un tableau ou continuer une explication, il faut déjà avoir compris ce qui a été entrepris par l'équipe précédente. Donc c'est un exercice qui est très performant. Ici, vous voyez par exemple mes étudiants devant des tableaux. Alors là, c'était un autre exercice. Euh, c'est un exercice que j'ai appelé le forum, un forum ouvert. Donc j'arrive le matin, comme tous les matins, on va dire, mais au lieu d'avoir une seule question pour laquelle tous les étudiants vont se concentrer. Là, j'ai autant de questions que d'équipes. Donc ce jour-là, j'avais 12 questions. Chaque équipe a commencé à répondre à ma question sur un tableau. Donc je leur laisse un quart d'heure. Voilà, je leur dis voilà mes 12 questions. Vous avez un quart d'heure pour répondre à ma question. Et au bout d'un quart d'heure, je demande à un seul élève de rester devant son tableau. Et les autres élèves vont circuler dans la salle et aller à la rencontre des tableaux, à la rencontre des questions pour lesquelles ils ne connaissent pas la réponse. Et donc, de manière à découvrir des choses. Ici, par exemple, vous voyez 5 élèves devant un tableau. L'élève le plus à droite, celui qui est de profil, gauche, lui, il est devant son tableau, puis il est en train d'expliquer aux 4 autres ce qu'ils ont trouvé dans son équipe. Et puis, il y a un échange qui se passe entre les élèves qui découvrent la réponse. Alors, et parfois d'ailleurs, il y a des élèves qui écoutent la production d'un groupe et puis qui vont corriger. Parce que moi, j'ai 25 ou 30% de mes étudiants qui ont un très très bon niveau scolaire. Et ceux-là, ben, ils sont très très importants pour moi parce que quand il y a des erreurs ou des imperfections produites par les autres, ben, ils les repèrent avant moi. Ce qui fait qu'il y a un double contrôle dans la production du cours, à la fois par moi, le professeur devenu élève, mais aussi par de très bons élèves. Enfin, c'est ceux qu'on appelle les bons élèves. Parce qu'en fait, tous les élèves sont bons, mais il y a des élèves qui ont des meilleurs niveaux scolaires parce qu'ils sont plus adaptés au système académique. Et là, par exemple, la fille qui est à gauche, que vous voyez un peu de profil aussi, elle avait un niveau excellent. Ben, non seulement elle produisait de bonnes choses, mais en même temps, elle corrigeait le travail des autres étudiants. Alors, en faisant ça, moi, j'ai observé 2 choses très intéressantes que je partage avec vous. La première, elle ne va pas vous étonner, mais la deuxième, peut-être que oui. La première chose, c'est que quand je demande à mes étudiants si ça leur plaît de travailler avec ces types d'exercices, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Ben, souvent, ils me disent, ben, en expliquant aux autres camarades de classe, on comprend mieux. Autrement dit, c'était ce que j'avais dit au début, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Donc les étudiants sont presque unanimes en disant, quand je dois expliquer à d'autres élèves ce que l'on a fait, ben, ça me permet de retenir les choses. Donc là, j'étais pas trop étonné. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est quand des étudiants m'ont dit, bah, nous, ça nous perturbe de se faire expliquer des schémas compliqués, des notions compliquées par des élèves de la classe. Parce qu'ils ont du mal à accepter qu'un élève de leur âge connaisse des choses et pas eux. Donc, quand ils écoutent un enseignant, un prof, mais qu'ils ne comprennent pas ce que le prof dit, bon, ils peuvent se dire, après tout, il a peut-être mal expliqué, c'est l'enseignant, c'est normal que le prof comprenne ce qu'il dit et pas moi. Mais par contre, quand ils écoutent un autre élève expliquer un mécanisme compliqué qu'eux ne connaissent pas, ben ça les motive, ils ont envie de se mettre au même niveau. Sous-entendu, il n'y a pas de raison que lui, dans la classe, il soit au courant de cette connaissance, soit capable de l'expliquer, et pas moi. Donc, se faire expliquer des notions par des élèves de son âge, ça motive certains élèves à remonter le niveau et à se dire, si lui, il a compris ou si elle a compris, il n'y a pas de raison que moi, je ne comprenne pas. Donc, ça les motive davantage. Ici, c'est une autre classe. Donc ça, c'était des étudiants étrangers. Ça, c'est un cours de microbiologie. Ce cours-là, il est dispensé en anglais. Et j'ai des élèves c'est des groupes, c'est des classes de 40 élèves et qui proviennent de 17 pays différents, 15 ou 17 pays différents. Donc dans ma classe, j'ai des Indiens, des Chinois, des Mexicains, des Japonais, des Tchèques, des Roumains, voilà, des Québécois. Et là, ils sont aussi par équipe. Ils utilisent des tableaux, des projections, des ordinateurs. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a aussi le côté interculturel.
Donc, j'ai pu remarquer que en mélangeant des Africains, des Asiatiques, des Européens, en mélangeant des Anglo-Saxons avec des Latins, bah, il y a parfois des mélanges explosifs, il y a parfois des mélanges qui fonctionnent plus ou moins. Et selon les pays, les types de pédagogie, elles peuvent être un peu différentes. Voilà. Très clairement, les anglo-saxons, nord-américains, anglais et autres n'ont pas trop de difficultés avec le travail collaboratif, ces méthodes un peu de classe inversée, renversée. Par contre, les asiatiques, autant ils jouent le jeu et ils sont très disciplinés, donc là, j'ai pas de problème avec eux. Autant une fois que le cours est fini, bah, ce sont les premiers à me réclamer un ouvrage, un livre, une référence. Parce que pour eux, la connaissance, enfin pour beaucoup d'entre eux, la connaissance doit venir du maître et ils sont tellement adaptés à de la transmission que le fait de produire par eux-mêmes, ça peut leur poser des problèmes. Enfin, c'est très général ce que je dis, hein. Ça peut être différent d'un étudiant à l'autre. Et puis là, ce sont des parties du cours où les élèves vont passer au tableau. Alors ils peuvent passer au tableau devant tout le monde ou passer au tableau devant des fractions de groupe. Par exemple, ici, j'ai un étudiant qui est en train d'expliquer un mécanisme moléculaire assez compliqué à 7 à 8 autres étudiants. Je peux vous dire qu'au début, l'élève que vous voyez à gauche ne connaissait pas du tout le mécanisme qu'il est en train de présenter. Donc il a passé un quart d'heure, 20 minutes à travailler sur une des questions que j'avais préparées. En équipe, ils ont préparé un peu la réponse. Ils ont pu me solliciter parce que moi, puisque je ne fais plus le cours de manière normale, eh bien, je suis à leur disposition. Enfin, en fait, je deviens une ressource, un peu comme je suis l'intelligence humaine de la classe. Donc, ils peuvent utiliser l'IA, mais aussi ils peuvent utiliser l'IH, on va dire, sous la forme de leur prof. Et donc là, l'étudiant, il est en train d'expliquer un mécanisme qu'il connaissait que de manière superficielle. Et, et d'ailleurs, vous voyez pas ses collègues de classe, mais certains d'entre eux sont assez étonnés de se rendre compte que l'un de leurs camarades de classe qu'ils imaginaient être d'un niveau plutôt moyen soit capable de leur expliquer un mécanisme complexe. Alors évidemment, hein, dans son explication, il y a des imperfections, il peut commettre des erreurs. Les meilleurs élèves vont l'interroger en disant là je comprends pas, est-ce que tu es bien sûr? Et moi, comme je passe d'un groupe à l'autre, en général, je me focalise plus sur les tableaux avec les schémas les plus compliqués. Ça m'arrive non seulement de poser des questions, mais aussi d'aider l'élève qui présente. Voilà, donc ça c'était deux exemples un peu de classe collaborative. Juste un petit détour dans un autre amphi. Là, c'est un peu différent. C'est pas une classe renversée, c'est un amphi qui est renversé. Donc j'ai un autre groupe d'élèves où là, c'est pas 80 élèves que j'ai dans ma classe, c'est 150 à 200 étudiants. Et puis en plus, là, les tables et les chaises sont boulonnées. Donc je peux pas bouger mes tables. Donc mes étudiants sont en face à face. Donc c'est un cours qui dure 2 heures et j'ai quand même transformé la première heure du cours. Donc c'est un cours qui dure 2 heures. La deuxième heure, elle est classique. Donc la deuxième mi-temps, on va dire, du cours, c'est un cours normal, transmissif. Par contre, la première heure du cours, elle est très interactive. Je commence mon cours en leur projetant au tableau un schéma ou une question. Et je leur dis, voilà, vous avez un quart d'heure pour résoudre ce problème. Et donc, ils travaillent par deux, par trois, avec leurs voisins, voisines et je leur demande de me produire une diapo. Cette diapo, ils vont me l'envoyer et la déposer sur un Moodle. Et moi, je vais pouvoir choisir, sélectionner les diapos que je trouve les plus intéressantes et je vais pouvoir les intégrer dans le cours. Donc ça les valorise, les élèves. Au départ, je leur donnais des bonus et après, j'ai changé le système de bonus en leur demandant de produire les diapos les plus complètes. Et quand j'ai 200 étudiants devant moi, je récupère une trentaine de productions et je choisis les 4, 5 ou 6 que je trouve les meilleurs. Je les dépose sur la plateforme et ça rentre dans le cours. Donc les élèves qui ont le mieux travaillé ben, ont une partie du cours qu'ils ont écrite eux-mêmes. Et ça, c'est plus facile pour eux ensuite d'apprendre le cours. Donc la première demi-heure du cours, ils travaillent sur une problématique. Ensuite, j'ai un micro et on échange. Je leur pose des questions sur ce qu'ils ont trouvé. Et je profite de l'interaction avec les élèves pour introduire des éléments de connaissance. Donc pour résumer, ma première heure de cours, elle est très collaborative. L'amphi est renversé. Les étudiants résolvent des problèmes et moi je discute avec eux en plénière. Ça dure 1 heure. Et la deuxième heure de cours, elle est magistrale. Donc là, je fais un cours classique. Sauf que dans la deuxième heure de cours, toutes les notions, les connaissances, les exemples qui ont été abordés pendant la première heure ne sont pas reprises. Ce qui fait que ma deuxième heure de cours, elle est magistrale, mais elle est pleine de trous.
Et donc, un étudiant qui n'a pas été actif et collaboratif pendant la première heure, il a beaucoup de difficultés à comprendre la deuxième heure. Et ça, ils connaissent les règles. Donc, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas venir dans mon cours en amphi en étant consommateurs parce que mon cours est incompréhensible. Ils sont obligés de collaborer la première heure pour comprendre la deuxième heure. Voilà. Alors, juste avant, je vous ai montré des façons de présenter au tableau. Et quand on envoie des élèves au tableau, ben, c'est pas toujours très performant parce que on va écouter un étudiant, puis on écoutera un peu moins le deuxième, et puis après il y a une lassitude. À force d'écouter des profs ou des élèves passer au tableau, ça devient un peu, je dirais, monotone. Donc j'ai créé des méthodes de présentation qui sont interactives. Ici, par exemple, c'est une méthode que j'ai appelée le karaoké. Non pas que je demande aux élèves de chanter, mais il y a un schéma qui est projeté au tableau et l'étudiant qui va présenter le schéma n'est jamais un étudiant qui a fait ce schéma. Donc je prends au hasard un élève dans un groupe et je lui demande d'expliquer un schéma d'un autre groupe. Et comme je sais qu'il va avoir des difficultés, je lui laisse seulement 1 à 2 minutes en lui disant qu'est-ce que tu comprends de ce schéma. Donc il essaye d'expliquer pendant 1 à 2 minutes ce qu'il comprend. Ensuite, je l'arrête au bout d'1 à 2 minutes et je demande à l'équipe qui a préparé le schéma, ben, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez compléter? Puisque c'est vous qui avez fait ce schéma. Donc si vous m'avez suivi, le premier étudiant, il a 1 ou 2 minutes, il dit un peu ce qu'il comprend. Ensuite, le groupe qui a présenté le schéma, la diapo, ben, complète. Et après, tous les élèves de la classe posent des questions. Donc il y a 3 temps. Un premier temps un peu de surprise, un deuxième temps où on consolide avec les connaissances, et un troisième temps où il y a des questions. J'ai repris un peu pour cet exercice les principes de divergence, convergence, alternance, divergence et convergence qu'on trouve dans des exercices de co-design, où la première partie de l'exposé est très surprenante, puisque les élèves se disent tiens comment il va se débrouiller, et la deuxième partie, ben, on complète les connaissances et après on pose des questions. Et quand je fais ça, j'ai un niveau d'attention qui est maximal. Par exemple, je vais vous donner un deuxième exercice qui ressemble au premier, mais le niveau de divergence au début est très différent. J'envoie 2 élèves au tableau et il y a une projection. Et là, au lieu de leur demander de présenter de manière classique, c'est un exercice que j'ai appelé le ping-pong, je demande à chaque élève de présenter le schéma à tour de rôle en n'utilisant qu'une seule phrase. Et la consigne, c'est que à chaque fois qu'un élève prend la parole, sa phrase doit être dans la continuité de la phrase précédente. Par exemple, 2 étudiants sont au tableau et le premier, donc ils sont devant la classe, hein, et le premier va dire, voilà, sur ce schéma, donc imaginez que au lieu d'avoir une table de ping-pong, vous ayez un schéma qui représente un virus en train d'infecter une cellule. Donc le premier étudiant va dire, voilà, sur ce schéma, vous observez le coronavirus avec ses protéines de surface. Et à gauche, vous observez une cellule humaine. Il a terminé sa phrase. Le deuxième élève à côté va continuer. Les protéines que vous voyez à la surface du virus vont lui servir pour se fixer sur la cellule humaine par reconnaissance des récepteurs. Il a fini sa phrase. Le premier élève reprend la suite. Donc la fixation du virus, c'est une première étape de reconnaissance qui va permettre au virus d'injecter son ADN ou son ARN dans la cellule, etc. Donc si vous voulez, c'est une présentation à 2 voix, mais les élèves n'ont droit qu'à une seule phrase, chacun leur tour, petite, moyenne ou longue phrase. Ce qui fait qu'ils doivent être très attentifs à ce que dit le premier, parce qu'ils vont devoir broder sur la fin de sa phrase. Et donc ça provoque une attention maximale parce que les autres élèves écoutent un peu ce jeu de ping-pong. Donc ça dure pas très longtemps, hein. Les étudiants présentent ça à 2 voix pendant 1 à 2 minutes, comme tout à l'heure. J'arrête l'exercice. Je demande à l'équipe qui a produit le schéma de compléter. Qu'avez-vous compris? Est-ce que ce qu'ils ont dit est correct? Est-ce qu'ils ont oublié des choses? Et ensuite, je demande à toute la classe de poser des questions. Donc, c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Divergence au début, karaoké ou ping-pong. Ensuite, une convergence, on complète par des apports de connaissances classiques. Et puis après, il y a un type de questions-réponses. Là, c'est le même, hein, c'est un troisième exercice, mais il est sur le même principe. C'est ce que j'ai appelé le PowerPoint muet ou le schéma sans parole. Donc on projette au tableau un schéma et il n'y a pas d'explication. Donc c'est un schéma. Donc les élèves par équipe ont 2 minutes, 1 à 2 minutes pour réfléchir en équipe. Que comprennent-ils de ce schéma? Voilà, il y a un moment de silence pendant 2 minutes. Les étudiants réfléchissent. Ensuite, quand c'est terminé, ils vont prendre la parole. Il y a un membre de l'équipe
qui est le seul à lever la main. Là, je vous donne un exercice, hein. Il y a plusieurs façons de faire cet exercice. Donc, les élèves ont 2 ou 3 minutes pour réfléchir en équipe. Que comprennent-ils de ce schéma, sans qu'il y ait de présentation? Ensuite, on va passer à la discussion. Il y a un élève qui lève la main et qui va parler au nom de son équipe. Et là, il y a deux possibilités. Il peut dire, voilà ce que nous, on a compris du schéma. Ou alors, il peut dire, nous avons une question sur ce schéma. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et c'est seulement à ce moment-là que les étudiants qui ont construit le schéma ou l'explication vont pouvoir répondre à la question. Ça leur permet d'ailleurs de se rendre compte si leur production, sans qu'il y ait d'explication orale, est compréhensible ou pas par les autres élèves. Voilà. Et puis voilà, j'ai toute une boîte à outils d'exercices. J'ai pas le temps ce soir de tous les détailler, il y en a tellement. Celui-ci, il est aussi très performant. Il s'appelle Trouver l'erreur. En gros, c'est une présentation qui fait 10 minutes. Et pendant les 10 minutes, il y a 2 erreurs qui sont introduites. Elles ne sont jamais corrigées. Et charge aux élèves qui écoutent la présentation de retrouver ces erreurs. Ça les oblige à être attentifs puisque on leur dit que ce soit le prof, le vrai prof, moi-même, qui leur explique ça en 10 minutes, ou que ce soit un élève qui fait la présentation, comme on oblige le présentateur à introduire deux inexactitudes, voilà, 2 erreurs sciemment introduites, ça oblige les élèves, c'est un peu comme une gamification, un jeu, ils doivent retrouver le schéma. C'est pas forcément une erreur qu'on produit lors de l'explication, hein. On peut aussi demander à chaque élève de produire un schéma et il y a une erreur sur le schéma. Je reprends l'image de la SWOT, par exemple. On peut très bien projeter une SWOT et dire, voilà, il y a 2 erreurs dans cette SWOT, une erreur dans les forces, une erreur dans les faiblesses, retrouvez-les. Ou alors, si c'est un prof de droit, il peut reproduire un article du code pénal, par exemple, en disant, voilà, je vous présente un article du code pénal qui vient d'être voté récemment par l'Assemblée. Et dans cet article-là, ben, il y a 2 erreurs, retrouvez ces erreurs. Voilà. Un autre exemple, c'est une battle. On demande par exemple, un prof de philosophie, un prof de lettres, un prof de ce que vous voulez, d'histoire, peut demander à chaque étudiant d'argumenter avec un point divergent, convergent, ou 2 avis différents. Moi, par exemple, je peux demander à un étudiant de présenter plutôt la structure d'un virus et à un autre de m'expliquer un peu le fonctionnement. Mais il y a des tas de matières autres que la génétique où vous pouvez faire débattre des élèves le pour et le contre. Voilà, par exemple, bah justement, aujourd'hui, il y a des débats sur la fin de vie. Il peut y avoir des débats sur des droits, en cours de droit, en cours d'économie. Voilà, est-ce qu'il y a une décision stratégique à prendre pour une entreprise en cours de gestion, marketing, finance? Là, c'est très intéressant de faire intervenir des étudiants sur des débats. Sur la vaccination, moi, par exemple, je peux poser la question aux étudiants, voilà, on va parler du vaccin ARN messager, bah, ça m'intéresse qu'il y a une équipe qui me donne un peu les avantages de la vaccination et une autre équipe qui me parle des inconvénients d'une vaccination, et ça permet d'avoir des débats enrichissants pendant le cours. Ça, c'est un autre exercice qui s'appelle l'éclipse, où là, on n'a pas le temps de présenter tout le chapitre. Et parce que souvent, vous l'imaginez, hein, avec ces méthodes très collaboratives, on a, on n'a pas le temps de balayer l'intégralité d'un chapitre, mais par contre, on va se focaliser sur les parties les plus importantes, ce qui fait que, par exemple, moi, quand j'ai un exercice ou quand j'ai une partie du cours au programme dont je me dis, il y a des tas de sous-parties que les étudiants comprennent très bien, je ne vais pas perdre beaucoup de temps à expliquer des choses faciles. Par contre, je vais pointer, c'est ce que je fais dans ces exercices, je vais pointer des éléments du cours qui sont plus compliqués. Donc, quand des élèves passent au tableau et qu'ils ont des présentations très complexes, très, très denses, plutôt que de perdre du temps à tout exposer, eh bien, on va focaliser. Et d'ailleurs, c'est intéressant de faire ça avec des profs aussi, hein. Donc moi, j'anime pas mal d'ateliers pédagogiques avec des enseignants. J'ai des enseignants qui ont par exemple un cours qui est constitué de 50 diapos. Et d'ailleurs, vous avez sans doute déjà supporté ou fait supporter aux autres des PowerPoint de 50 slides. Bah moi, je dis à un prof, voilà, ton cours fait 50 diapos. On va imaginer que les 50 diapos, ce sont des archives ou des annexes. Et tu vas me repérer les 4 diapos les plus importantes sur les 50. Et on va passer 20 minutes sur ces 4 schémas. Ce qui fait qu'on va se focaliser sur les 4 parties du cours les plus importantes qu'il faut vraiment travailler.
et charge à nous par la suite de faire des exercices avec les autres, mais sans les écouter avec le même niveau d'attention. Voilà, donc voilà des choses qui sont intéressantes. Donc comme je l'ai dit au début, mes étudiants construisent le cours, mais ils vont aussi construire les questions d'examen. Et ça, c'est perturbant pour mes collègues, parce que déjà, certains d'entre eux ont du mal à comprendre que mes étudiants construisent le cours, le contenu du cours, mais en même temps, ils vont construire les questions d'examen. Donc, on travaille, j'ai 12 équipes, on a 6 chapitres. Donc, chaque chapitre est écrit en 2 exemplaires. Et pendant un mois, enfin presque 3, un mois, un semestre, 3 à 4 mois de cours, les étudiants vont produire une centaine de questions, des grandes questions, des petites, des moyennes. Donc là non plus, j'ai pas trop le temps d'expliquer dans le détail, mais en fonction du niveau de complexité des questions, je vais leur attribuer des couleurs, des questions bleues, des questions noires, des questions rouges, selon que ces questions sont importantes ou pas à connaître, selon que ces questions ont des probabilités ou pas de tomber à l'examen. Mais en tout cas, le jour de l'examen final, parce que pendant les cours, vous allez le voir, je vais y revenir juste après, pendant les cours, les étudiants sont notés, évalués, donc il y a un contrôle continu. Par contre, le jour de l'examen, c'est une évaluation individuelle. Donc là, les élèves n'ont plus des notes collectives, c'est des notes individuelles. Et pendant l'examen, ils sont certains de tomber sur des questions qu'ils ont produites eux-mêmes. Donc on produit 6 chapitres en 2 exemplaires et on produit un pool de 100 questions. Et ces questions, à l'examen, euh, ils, ils tomberont sur un mélange de questions faciles, difficiles ou autres, mais chaque étudiant aura des questions différentes. Donc l'examen, il est en distanciel. C'est un examen pendant lequel ils peuvent utiliser des ressources. Là aussi, c'est compliqué à comprendre pour des enseignants classiques, c'est que non seulement mes étudiants construisent le cours, mais ils construisent les questions d'examen, et le jour de l'examen, ils ont accès au cours, ils connaissent toutes les questions, ils connaissent toutes les réponses, ils ont accès à Internet, à leur chapitre, et ils ont même accès à l'intelligence artificielle. Donc en fait, ils connaissent tout, et ils ont accès à tout. C'est un peu le Ocean 11 de la génétique. On a créé le braquage du siècle. J'ai créé une méthode pour que tous mes élèves aient 20 sur 20 à l'examen. Mais en fait, c'est pas ce qui se passe dans la réalité, parce que il y a un élément que je rajoute, c'est que l'examen est scénarisé, et donc les étudiants vont découvrir au fur et à mesure de l'examen, qui dure 2 heures, toutes les 20 minutes, des types de questions différentes, qui fait que le jour de l'examen, je ne contrôle pas leur niveau de connaissance, mais je contrôle leur niveau, leur capacité à mobiliser la connaissance. C'est-à-dire que je vais leur imposer des formats très stricts. Ils devront répondre avec une typologie de questions, des définitions, des schémas à noter, et ils découvrent la méthodologie pendant l'examen. Ce qui fait qu'un étudiant qui n'a pas été actif pendant le semestre, qui n'a pas participé à la rédaction des chapitres, qui n'a pas participé aux exercices et aux présentations, qui n'a pas participé à la production des questions, il a beau, le jour de l'examen, avoir tout à ses pieds, c'est impossible de réussir l'examen si on n'a pas préparé pendant tout le mois. Donc, enfin, tout le mois, non, pendant tout le semestre, puisqu'un semestre dure 3 mois et demi. Donc voilà. Les questions sont classées aussi par ordre d'importance. Donc j'ai introduit aussi de la démocratie participative dans mon cours. Donc comme on n'a pas le temps de traiter toutes les questions en cours, on ne traitera que les questions que les étudiants choisissent, donc vote. Donc je demande aux étudiants de voter toujours pour des questions qu'ils trouvent plus compliquées ou des questions, des parties du chapitre pour lesquelles ils n'ont pas la réponse. Comme ça me permet moi de les travailler avec eux. On va pas perdre du temps à, à donner des explications, à réexpliquer des choses, à redessiner des schémas sur des parties du cours que tout le monde comprend. Donc vous imaginez, quand j'ai 80 étudiants, je peux récupérer 80 questions. Une question par étudiant. J'ai pas le temps de traiter 80 questions en cours. Donc on va voter et les 3, 4 questions qui arrivent en tête du vote, ce sont celles que je vais traiter en classe. Parce que je l'ai dit au début, hein, je suis le seul élève de la classe. Donc quand ils m'envoient au tableau pour que je réponde à leurs questions, bah, ils vont profiter de mon niveau en génétique. Donc s'ils m'envoient 80 questions et que je leur dis moi je n'ai pas le temps de répondre à vos 80 questions, par contre je vais quand même y répondre de manière rapide sur la plateforme. Avant, j'avais pas trop le temps de répondre à 80 questions sur le Moodle. Maintenant, depuis 2 ans que j'utilise le chat GPT, je peux vous dire que je suis capable de répondre à 80 questions en utilisant l'IA et en m'arrangeant pour que les élèves comprennent la réponse.
parce que l'IA est utilisée par mes élèves pour construire le cours et construire les questions. Mais moi, il n'y a pas un jour où j'utilise pas l'IA générative et ça me permet d'avoir des réponses à mes élèves de manière très performante, détaillée, en gagnant du temps, alors qu'avant, j'avais pas le temps de répondre à toutes les questions. Donc moi, je reçois 80 questions, je mets les 80 questions dans l'IA, j'obtiens en à peine 2 minutes les 80 réponses et j'ai tout un balayage de lecture à faire qui me permet d'enlever les erreurs et de le remettre sur la plateforme, la réponse de l'IA corrigée par le prof. Et, et je vois vraiment la différence entre mon niveau d'interaction cette année, par exemple, l'année d'avant, et puis il y a 3 ans où j'utilisais pas l'IA. Donc voilà, le cours est collaboratif, hein, vous avez compris, il est interactif. Il y a des moments, j'arrête le cours. Donc les cours durent 2 heures, mais souvent un quart d'heure par-ci, 10 minutes par-là. J'arrête ma classe renversée et je leur propose un cours magistral pendant 10 minutes, mais jamais plus de 10 minutes, un quart d'heure maximum. Et là, ils choisissent un sujet pour lequel ils ont des difficultés à comprendre. Donc il y a toujours des parties du cours qu'ils n'arrivent pas à travailler par eux-mêmes. C'est souvent les parties les plus compliquées. Donc ils m'envoient au tableau et là, je vais leur faire un cours magistral de 10 minutes, un quart d'heure sur les parties dont je me dis qu'ils vont être attentifs. Et là, j'ai vraiment beaucoup d'attention parce qu'ils savent que s'ils m'écoutent 10 minutes ou s'ils m'écoutent un quart d'heure attentivement et qu'ils prennent des notes, eh bien ce quart d'heure de cours, ça va leur faire économiser peut-être 1 heure, 2 heures de travail. Donc c'est gagnant-gagnant, hein. Donc ce sont des petits cours magistraux dont ils se disent, punaise, là, si on se concentre et qu'on écoute le vrai prof un peu en état normal et non pas renversé, eh ben on va gagner du temps à la maison. Voilà. Donc il y a du présentiel, il y a du distanciel. D'ailleurs, moi, au début, quand il y a eu la pandémie, le confinement, j'ai eu beaucoup de problèmes à passer d'une classe collaborative en présentiel à une classe à distance. Mais j'ai quand même créé des exercices, dont certains d'entre eux, ben, je les ai gardés parce qu'il y a des exercices à distance que je leur ai proposés qui marchent très bien. Donc aujourd'hui, malgré le fait qu'on est revenu en présentiel, j'utilise encore quelques exercices à distance qui fonctionnent. Mais à distance, je gère le temps. Donc bon, aujourd'hui là, on est un peu en distanciel et je suis en train de vous faire une présentation un peu descendante, hein, transmissive, mais je vous montre un peu des choses que je pratique en classe. Je pense que vous le savez, quand on est en distanciel, on essaye de faire des types d'interventions ou d'exercices sur des temps un peu plus courts, avec des élèves surtout, hein. Ce soir, on est entre adultes, seniors, on va dire, quand on fait de la formation continue, le temps d'attention, il peut être un peu supérieur quand les participants, surtout à l'heure qu'il est, comme maintenant, sont motivés, par exemple, pour écouter une intervention. Après, si elle est enregistrée, comme c'est le cas ce soir, il y a possibilité de réécouter l'enregistrement. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais avec mes élèves, qui est très original. Ici, par exemple, vous voyez, je vais vous le montrer. Je vais couper le son. Juste, est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez ma voix? Est-ce que vous entendez toujours ma voix? Oui, Est-ce que quelqu'un... Alors, je vais peut-être baisser le son. Ici, par exemple, je suis filmé, donc je pense que... Voilà, je vais mettre un peu les deux. Voilà, donc là, je suis filmé. Donc c'est en direct, enfin là, c'est enregistré. Voilà, donc là, je suis chez moi. Je fais un exercice, j'ai une caméra et les étudiants m'écoutent en direct. Donc j'envoie un lien sur Moodle. Voilà, les étudiants se connectent et ils m'écoutent en train de faire mes devoirs. Donc j'ai deux caméras, la caméra de mon ordinateur et la caméra sur mon bloc-notes avec mon crayon. Donc en fait, j'envoie un lien sur Moodle. Je dis aux élèves, si vous vous connectez sur ce lien, je suis chez moi, je réalise des... C'est un peu comme si j'étais chez moi en train de faire mes devoirs. Donc je dis aux étudiants, vous allez pouvoir vérifier que votre seul élève, chez lui, fait ses devoirs. Donc, je leur envoie un lien sur Moodle. Ils peuvent se connecter comme vous l'avez vu juste avant. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, ils vont m'écouter, faire des schémas sur mon bloc-notes. Ils peuvent me poser des questions. Ça dure pas plus de 20 minutes. Ensuite, moi, je, je,
je pose ce film, cette visio sur la plateforme et ils peuvent réécouter la plateforme, déplacer le curseur et ça leur permet d'avoir des compléments de cours sur des petites capsules vidéo que je crée avec eux en direct et ça leur permet de réviser chez eux s'ils n'ont pas eu le temps. Les étudiants qui n'ont pas eu le temps de me voir en direct, ben, ont accès à la plateforme. Voilà. Donc je vais terminer avec l'évaluation. Donc comme je vous l'ai dit, l'évaluation, au début j'avais gardé des notes sur 20 et j'ai changé un peu mon mode d'évaluation. J'utilise un fichier Excel avec des scores. Donc ici en bas du schéma, vous voyez par exemple deux équipes, une équipe jaune et une équipe verte qui comporte entre 5 et 6 étudiants. Et dans la colonne, dans toutes les colonnes en face, chaque colonne correspond à des exercices, des productions, des tableaux. Et à chaque fois que les étudiants produisent, sont présents, voilà, ça c'est un début de semestre, ils accumulent un score dans la colonne de droite. Donc chacun de mes étudiants dans le fichier Excel devient un peu comme un building de Manhattan. Donc plus l'étudiant accumule de points, plus il produit. Beaucoup de points en équipe, un peu de points individuels, ça permet d'obtenir des scores. Ici, par exemple, vous avez un histogramme d'une promotion. Ça doit être un histogramme qui doit avoir 2 ou 3 ans de ce que j'obtiens à la fin d'un semestre. Donc là, vous repérez par exemple les 12 équipes et vous remarquez que dans chaque équipe, il y a des scores différents. Si vous regardez par exemple les 5 ou 6 étudiants qui sont les plus à gauche, eh bien, dans la même équipe, il y a des élèves qui ont un score de 77, 80, 89, 110. Donc, ils accumulent beaucoup de points collectivement et puis ils ont des bonus individuels. Ce qui fait que quand vous regardez sur cette promotion, vous repérez que vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 13 étudiants qui ont des niveaux très hauts, hein, plus de 100 points, et puis des étudiants qui ont des niveaux plus faibles. C'est parce qu'ils ont moins contribué. Donc ça, c'est très motivant pour eux parce qu'ils savent qu'à chaque cours, ils sont payés. À la fin de chaque cours, leur score augmente. Et donc à la fin, je vais transformer leur score en note sur 20. Alors, comme il y a une grande partie du cours qui est due à des évaluations collectives, puisque je mets beaucoup de notes collectives, ben, il faut que je puisse détecter les passagers clandestins. Donc, si vous m'avez suivi récemment sur les réseaux sociaux, ben, il y a 2 jours, j'ai publié. Vous pourrez aller sur mon profil LinkedIn ou sur mon blog et aller voir. J'ai publié il y a 2 jours ma méthode de détection des passagers clandestins. Comment évaluer la contribution individuelle d'un élève dans un groupe. Est-ce qu'il y a des élèves qui profitent du groupe pour avoir des bonnes notes sans travailler, sachant qu'il y a des élèves qui pédalent plus que les autres, mais ceux-là, hein, comme l'étudiant que vous voyez le plus à gauche sur le vélo, lui, l'étudiant qui travaille plus, lui, j'ai pas de problème parce qu'avec les bonus, il était déjà, si je reviens un peu en arrière sur l'histogramme, vous voyez les étudiants qui ont plus de 100 points, c'est des étudiants qui pédalent plus que les autres. Par contre, j'ai peut-être des élèves qui ont des bons scores, mais qui sont de véritables, entre guillemets, passagers clandestins. C'est-à-dire que j'ai pas repéré qu'ils travaillaient moins que les autres, mais ils profitent du travail collaboratif. Donc ce soir, j'ai pas trop le temps de détailler la méthode, mais j'ai adapté un test d'entreprise qui s'appelle le 180. Donc si vous êtes au fait des tests d'auto-évaluation, il y a des tests qu'on appelle des tests de 180 degrés, 360. Donc moi j'ai pris le test du 180 degrés, je l'ai adapté. Pour le résumer en une seule phrase, chacun de mes étudiants va s'auto-évaluer sur des activités. Donc, par exemple, est-ce que j'ai été chercher de l'information pour construire le chapitre? Est-ce que j'ai rédigé des parties du chapitre? Est-ce que j'ai enrichi le chapitre avec des illustrations? Est-ce que j'ai participé à la bonne compréhension du chapitre en expliquant des choses à mes camarades de classe? Est-ce que j'ai optimisé la communication entre les groupes? Je leur propose des activités, je leur demande de s'auto-évaluer et je leur demande de m'estimer la perception qu'ils ont du travail des autres. Et j'obtiens des histogrammes. Ce qui m'intéresse, c'est de repérer s'il y a des élèves qui pas forcément sont des élèves qui travaillent moins bien que les autres, mais qui sont des élèves dont la contribution au groupe est perçue par les autres comme étant moins importante. En général, ça correspond, hein. Et moi, je compare le résultat du 180 degrés à mes histogrammes, et je peux vous dire que depuis 12-13 ans, ça match à plus de 95%. En fait, j'ai pas besoin de ce test pour repérer les élèves qui profitent du groupe parce que je les repère, hein, les étudiants qui sont moins actifs et qui profitent du groupe, je les repère très vite. Par contre, ce test, il est intéressant parce que d'une part,
Ça fait une sorte de relation de confiance entre les étudiants et moi. Les étudiants se disent, tiens, le prof, il a un système pour contrôler si tout le monde travaille. Donc c'est une sorte de deal, de contrat de confiance. Et la deuxième chose, parfois quand même, sur 80 étudiants, ce test me permet de repérer 2 ou 3 passagers clandestins qui étaient passés sous les radars et que j'avais pas forcément vus en classe. Voilà. À la fin de chaque cours, à la fin de chaque exercice, pas exercice, mais à la fin de chaque cours, les étudiants remplissent une petite fiche. Ça dure 2 minutes, c'est très court, et ils doivent noter obligatoirement un point positif et un point négatif de la séance. Le point positif, quelle est la partie du cours que j'ai préférée et pourquoi? Et le point négatif, quelle est la partie du cours que j'ai le moins aimé et pourquoi? Et ça, c'est indispensable parce que c'est une véritable innovation pédagogique. En fait, si vous voulez innover en pédagogie ou partout ailleurs, vous êtes obligé de tenir compte de l'usager. Ça n'existe pas une innovation sans l'usage. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des feedbacks réguliers entre ce que je propose aux élèves et ce qu'ils comprennent, leur avis m'est important. Et donc, toutes les évaluations positives, elles me poussent à continuer, mais elles ne font pas évoluer mon innovation. Donc, si vous ne demandez, si vous ne récupérez que des appréciations positives, ça vous encourage à innover, mais jamais votre innovation n'évolue. Par contre, les appréciations négatives, et les élèves argumentent, par exemple, ils me disent je n'ai pas aimé l'exercice des tableaux tournants pour telle raison. Le karaoké, ça m'a posé des problèmes pour telle raison. Toutes les appréciations négatives, ils font des propositions. Ça me permet de corriger. Évidemment, je vais pas changer une méthode s'il y a un élève sur 80 qui n'est pas d'accord, mais quand je m'aperçois que j'ai 20, 30 ou 40% de mes étudiants qui ont un problème avec telle méthode ou tel type d'exercice, eh bien, je vais la modifier avec eux ou le changer. Donc ça, c'est vraiment important, hein. Innover, Innover, c'est pas un but en soi. Innover, c'est travailler d'une certaine manière pour résoudre des problèmes. Moi, mon problème, c'est que je veux que mes étudiants interagissent entre eux, qu'ils soient plus collaboratifs. Donc, je crée une méthode innovante. Mais elle n'est innovante que si j'ai un feedback régulier avec eux. Donc, les élèves participent à l'évolution de la pédagogie. Et donc, innover, c'est pas seulement faire pour les élèves, c'est aussi faire avec. Et ça, c'est vraiment important, hein. Je n'innove pas pour l'usager, j'innove pour, mais avec l'usager. Et vous ne pouvez pas innover avec l'usager si vous ne tenez pas compte régulièrement du feedback. Et ça, c'est très compliqué à, à, à intégrer pour des enseignants. Parce qu'un enseignant, ou même un expert, un manager, hein, il peut accepter de se lancer dans une innovation. Donc un prof, il peut accepter d'innover dans sa pédagogie, mais il n'acceptera pas que l'élève participe à la correction de la pédagogie. Et ça, c'est vraiment très important. C'est une différence entre imposer une méthodologie ou la vivre avec l'usager. Donc très clairement, pour vous donner une illustration, si demain un enseignant arrête son cours magistral et impose la classe renversée à ses élèves, c'est pas une innovation pédagogique. Il arrête le cours magistral et il impose la classe renversée. Alors qu'un autre enseignant va continuer à faire un cours magistral, mais il aura les feedbacks réguliers de ses élèves, il continuera à faire évoluer son cours magistral, ben ça, c'est une innovation. Parce que son cours magistral va, va être innovant, va bouger en fonction du retour des élèves. Donc vraiment, très clairement, avoir en tête, innover, ce n'est pas faire des choses nouvelles, c'est pas imposer des nouveautés, et on peut très bien avoir des activités classiques, mais de la façon dont on interagit avec l'usager, puisqu'on innove avec lui, ben vous avez des cours magistraux très innovants, puis vous avez des classes renversées qui sont zéro innovation, parce que le prof, il fait un copier-coller d'une méthode qu'il a lue dans un livre, ou s'il m'a écouté en conférence, ben, il m'a copié-collé, mais c'est pas une innovation. Voilà. Donc, des termes, et j'ai terminé, des termes vraiment importants à retenir pour pouvoir mener à bien des innovations. Bah, le premier terme, c'est la confiance. Donc, vous ne pouvez pas innover si vous ne faites pas confiance à vos élèves. Vous n'avez pas confiance en vos élèves, de même que vos élèves doivent vous faire confiance. Donc, sans confiance, pas d'innovation. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Confiance dans vos clients, confiance dans vos usagers, confiance en vous-même.
c'est indispensable. Un deuxième terme qui est important, c'est expérimenter, parce que l'innovation, ce n'est pas la créativité, hein. La créativité, c'est la production d'idées nouvelles, créatives, par rapport à une problématique. Moi, ma problématique, c'était comment rendre mes élèves davantage acteurs. Tiens, je vais inventer la classe renversée. Autrement dit, vous êtes les profs et je suis l'élève. Bah, ça, c'est créatif, mais c'est pas une innovation. L'innovation, c'est comment j'expérimente en classe le concept de classe renversée. Ça fonctionne pas, comment je réagis, comment je corrige, le test and learn. Donc, ma classe est une innovation pédagogique, mais l'idée de la classe renversée et le concept, c'est juste créatif. Voilà. Un autre aspect intéressant dans la pédagogie, c'est se méfier aussi un peu du remplissage de crâne, parce que vous avez des profs qui se disent, moi, je transmets de la connaissance et je dois transmettre 100% du cours. Attention, je ne vais pas innover parce que j'aurai pas le temps de faire tout le programme. Mais les profs qui font tout le programme, ben, c'est pas toujours très performant, parce que si les élèves ne comprennent que 70% du programme, ben, moi, je préfère leur faire co-construire les 70% du programme. Au moins, ça reste ancré dans leur tête. Alors j'ai des élèves, hein, qui sont capables d'absorber 95% des connaissances, mais c'est 10% de mes étudiants. Donc moi, je m'intéresse plutôt à la grande majorité de mes étudiants, en me disant, même si les élèves les plus forts sont un peu déçus et en manque de nourriture, ben, ils peuvent toujours ouvrir des bouquins, lire des livres, poser des questions. Et donc, en tout cas, je les empêche pas de continuer. Je peux leur fournir des annexes, mais je ne bloque pas toute une classe pour 20% d'élèves qui veulent en apprendre plus que les autres. Voilà. Et ce schéma, ce dessin, c'est peut-être le plus important de tout ce que je vous ai présenté ce soir. C'est à gauche, par exemple, une illustration de ce que peut être un cours magistral, à droite, une illustration de ce que peut être une classe collaborative. Et en fait, de bien avoir en tête qu'il n'y a pas une opposition, que l'innovation pédagogique ne s'oppose pas à l'enseignement magistral. Il y a beaucoup de gens qui disent, c'est fini les cours magistraux, il est temps d'arrêter tout ça, mettons les élèves en action. Moi, je trouve que c'est une aberration de remplacer des méthodes académiques qui fonctionnent très bien, mais qui saturent, par des méthodes collaboratives qui motivent, qui engagent, mais dans lesquelles on a des difficultés à faire passer des connaissances. Des fois en plaisantant, je dis, parce que ça m'arrive que des participants à mes conférences ou mes ateliers me disent, ah, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir un prof comme vous, c'est plus dynamique, c'est interactif. Et moi, je leur réponds, ben moi non, parce que moi, quand j'étais élève, je préférais les cours magistraux, j'étais adapté. Donc moi, j'étais adapté au cours magistral. Moi, personnellement, ça m'aurait embêté d'avoir un prof qui me propose de la classe renversée. Par contre, mes frères et sœurs, c'est sûr qu'ils auraient préféré avoir des profs de ce type-là. Donc le cours magistral n'est pas moins bien que la classe collaborative. Puis je peux pousser un peu plus loin le bouchon en disant, vous savez, moi quand je monte dans un avion ou quand je me fais opérer à cœur ouvert, j'ai pas forcément envie de passer entre les mains de quelqu'un, d'un pilote ou d'un chirurgien qui n'aurait été formé que par des méthodes collaboratives. J'ai quand même envie que ces gens-là aient des connaissances très fortes, comprises, assimilées par des cours magistraux et, je dirais, des assimilations, des apprentissages classiques. Donc en fait, l'innovation pédagogique n'est pas le contraire de l'enseignement académique. Elle est plutôt la meilleure façon de renforcer l'enseignement académique. Donc je provoque en disant, si vous aimez le cours magistral, si vous aimez l'enseignement classique, la meilleure façon de rendre votre cours magistral plus intéressant, c'est de mettre de l'innovation pédagogique. Et la preuve, c'est que ma classe renversée, elle dure 2 heures, mais quand à un moment donné je fais 15 minutes de magistral ou 10 minutes d'un cours classique, j'ai 100% d'attention. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des doctorants, des observateurs qui viennent dans la classe et qui disent, mais là, pendant 10 minutes, un quart d'heure, il y a 100% de la classe qui t'écoute. Parce qu'ils savent très bien que être attentif 10 minutes, un quart d'heure, qui est leur maximum d'attention, si ça consolide le cours collaboratif et inversement, eh bien, c'est la meilleure façon. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, hein. La meilleure façon d'apprendre, c'est le cours magistral. La meilleure façon d'être motivé, engagé et d'ancrer la connaissance, c'est la classe collaborative. Bah, pourquoi pas hybrider les deux et donc avoir des pédagogies dans lesquelles on est très bon en transmission de connaissances et dans lesquelles on donne envie aux élèves de poser des questions, d'agir et d'ancrer les connaissances.